Bien, donc on commence le second chapitre de ce cours. Qui se rapporte à l'équation des ondes. La R3. Donc on va essayer de résoudre l'équation des ondes dans l'espace physique et de voir quelques-unes de ses propriétés de la solution. Alors je vais commencer déjà par préparer un petit peu le terrain en étudiant les espaces de distribution, donc CK donc ici j'ai pris un ouvert oméga de R3 et puis je vais noter I, l'intervalle de R. AB, ça peut être évidemment fini ou infini, borné ou non, ça peut être R ou une demi-droite. Alors je vais prendre UT, une famille de distribution donc indexée par T, par le paramètre T. Donc sur l'ouvert oméga, ça veut dire que pour tout T en fait, UT est une distribution sur l'ouvert oméga. Essentiellement on prendra oméga comme R3 ou un demi-espace. Alors on dira que UT appartient à CK de I à valeur D', donc K est un entier bien entendu. Si pour toute fonction test phi, donc dans ces 0 infini de oméga, l'application qui envoie donc I UT phi, donc ça c'est la dualité des prime D. C'est le crochet de dualité des prime D. Et de classe CK. Sur I. D'accord? K fois continuellement dérivable. Ni plus, ni moins. Par exemple, si UT appartient à C1 de I à valeur des primes, ça veut dire tout simplement que cette application est de classe C1. Donc en particulier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite, lorsque H tend vers 0 dans R, de UT plus H moins UT sur H, appliqué à phi, encore une fois, c'est la dualité des primes D, existe, cette limite-là existe. Dans C.
on va noter dans ce cas, on va noter DUT sur DT égale à la limite lorsque h tend vers 0 de U de t plus h moins UT sur h. Note comme ça. Évidemment, on a, selon cette notation, cela entraîne en particulier appliqué à phi, c'est d sur dt de UT phi. Voilà. Donc ça semble un tout petit peu abstrait, c'est un peu coupé des ondes, mais en fait c'est ce qu'on va utiliser, c'est comme cela qu'on va définir, qu'on va essayer de déterminer, de résoudre l'équation des ondes dans R3. Alors, un premier résultat, proposition 1. Donc je répète, si vous voulez, une famille de distribution qui dépend du paramètre t agit sur les fonctions test, évidemment, ce sont des distributions en x, donc cette famille agit sur les fonctions test en x. Le résultat, ça c'est un nombre complexe qui dépend de t, donc c'est une fonction de t, et la régularité de cette fonction t détermine la régularité de la famille de distribution ut. Alors, première proposition, si ut est dans C1 de i à valeur des primes, et psi est une fonction qui est servée à support compact sur i croix R3, donc c'est une bande de R3 en réalité, psi, donc c'est un psi de t de x. Alors, la fonction qui a t à ceci, ut appliqué à psi, et de classe C1, bien entendu. Et on a ça, c'est une fonction de t, donc d sur dt de ut psi de t de x, c'est exactement ce qu'on pense. La dérivation va passer à travers le crochet de dualité, donc ça va nous donner exactement du sur dt, dut sur dt appliqué à psi, plus, je crois que je vais changer de tableau, ou encore écrire un tout petit peu plus petit, j'espère que ça passera bien. Donc d sur dt de ut psi de t de x, c'est dut sur dt appliqué à psi plus ut appliqué à d psi sur dt. X est une variable de muette ici, hein. L'action se passe, c'est une action de distribution en x.
On n'a qu'à calculer, hein, je crois. C'est une fonction de la variable réelle t. Il y a juste à calculer. Donc c'est une vérification en fait, c'est à la limite d'une preuve. Il faut juste calculer. Donc c'est psi t plus h, ut plus h. Appliqué à psi de t plus h point moins ut appliqué à psi de t point, évidemment, le tout divisé par h. Ben ça, vous l'écrivez comme 1 sur h ut plus h moins ut appliqué à plutôt psi de t plus h point moins psi de t point plus 1 sur h moins ut donc il y a la bonne chose, il faut juste rajouter ceci, psi de t point. À mon avis, je m'en sors comme ça. Donc il y a le premier terme, il faut enlever celui-là. ut plus h plus ut plus h ut, c'est bien, et ça c'est bon. D'accord? H moins ut psi t. Voilà. Et bien. Donc maintenant, ceci on le réécrit comme donc le h va rentrer ici, le h va rentrer ici. Alors, ça c'est, disons, un petit a plus un petit b. Bon, pour le petit b, c'est évident que ceci va tendre vers, par définition même, des ut sur des t appliqués à psi. D'accord? Et cette limite, elle existe dans des primes. Attention, l'existence de limites dans des primes, c'est une limite, en fait, si vous prenez à la place de h plutôt une suite h indice k qui tend vers 0, vous savez que ponctuellement, pour chaque psi fixé, pour chaque phi fixé, dans D de oméga, D de R3 ici, pour chaque fonction test, vous savez que U de T plus HK moins UT divisé par HK appliqué à phi en X, cette limite existe dans C. Et donc, en vertu du théorème de Ballard-Steinhaus, c'est important. C'est une suite de formes linéaires continues sur D de R3 qui convergent en tout point, convergent ponctuelles. Et donc, elles convergent au sens des formes linéaires. C'est-à-dire que vous savez que la limite est continue. La limite est une distribution. Donc ça, c'est une vraie distribution. Et on la connaît, c'est exactement D sur dt, c'est exactement D sur dt de, par définition, de ut appliqué à psi. Donc,
déjà ça. Pour le petit a, j'en étais où déjà pour le petit a? Bah, c'est ici. Donc, psi de t plus h moins psi t, point divisé par h, tend évidemment vers d psi sur dt, et ut plus h tend vers ut, encore une fois, c'est une conséquence de Banach-Steinhaus. Donc ça c'est pour les deux. Le petit a tend, lorsque h tend vers 0, vers ut appliqué à d psi sur dt en t point. C'est une action en x. Hein. Donc ce sont des conséquences, les deux limites en fait sont des conséquences du théorème de Banach-Steinhaus. Souvenez-vous, lorsque Ln est une suite de formes linéaires continues, au départ on peut prendre un Banach, on peut prendre un espace vectoriel topologique localement convexe complet, c'est le cas de D, attention, c'est important. La topologie de D est un tout petit peu délicate. On raisonne en fait sur les fonctions CFD à support compact dans des compacts fixes. K, on raisonne sur chaque compact fixe, et puis en mettant ça à tout D de oméga, ici c'est D de R3. Donc lorsque Ln est une suite de formes linéaires continues telles que Lnx converge vers une certaine limite dans l'espace d'arrivée, alors forcément on peut poser y égale L de x, c'est une forme linéaire, et il se trouve aussi que elle est continue. Elle est continue. Ça, c'est Banach-Steinhaus. On n'a pas de convergence des Ln vers L, attention. On n'a pas de convergence en norme des Ln vers L. En général, c'est faux. Mais la forme linéaire limite est continue. Je vais donner sans preuve deux autres petits résultats qu'on va utiliser par la suite. On tentera de faire l'épreuve en exercice. Donc ça, ce résultat concerne la dérivation d'une famille de distributions qui s'applique à une fonction définie sur le produit, Tx. Évidemment, dans tout ça, on peut aussi considérer une dérivée d'ordre supérieur. Hein. Remarque, on peut aussi considérer des dérivées d'ordre supérieur. Si ut est de classe CK, sur I à valeur dans le D', évidemment, et psi c'est infini, on peut dériver encore plus. Alors, proposition 2, j'imagine, hein, je ne sais plus. On est à la 2 là. Hein. 3 2 On va utiliser ces deux résultats un peu plus tard dans ce chapitre. Mais je les mets quand même, je démontre bien. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est assez intuitif. Donc si ut est une famille de distribution qui est infinie sur I, cette fois-ci, à valeur, alors, je ne sais plus si c'est
Voilà, c'est sur R3. Donc c'est infini sur I à valeur E'. C'est les distributions à support compact. Sur R3. Donc ça, c'est l'espace de distribution à support compact. Et V est dans C infini, dans D'. Donc je vais convoler, donc je vais partir d'une distribution à support compact. Et V est dans D', alors la convolée UT convolé avec V est aussi C infini sur I, évidemment à valeur D'. Et on a ce que vous pensez. C'est-à-dire, ça se dérive exactement comme on en pense. On dérive la famille IT. Voilà. Ça aussi, ça se voit sur les calculs. Tu peux remplacer DU sur DT par DTKU. On peut dériver plusieurs fois. Enfin, il faut juste écrire, pour démontrer ce résultat, il faut juste écrire la convolée, c'est très simple. Et puis, passer à froid la dérivation, ça ne pose aucun problème. Enfin, le dernier petit résultat, proposition 3, ça coûte un tout petit peu plus cher pour la preuve, mais c'est pas conceptuellement difficile. Donc c'est IT et c'est infini. Sur I à valeur E', de R3, et si la distribution avec laquelle on va convoler est mieux qu'une distribution, je veux dire, brute, si V c'est infini, sur R3, alors le résultat c'est infini. Alors, UTV appartient à C infini de la bande. Voilà. Ça, c'est dû au fait que lorsque vous convolez l'équation de distribution, s'il y en a une qui est régulière, l'autre est aussi automatiquement régulière. Donc vous gagnez la régularité en X et ce que vous savez déjà faire en T se rajoute. Il faut faire attention, mais ça marche. Là, ça coûte un tout petit peu plus cher. Donc, de vérifier la régularité séparée en T et en X, et puis de conclure. Bon. Alors, je pense que c'est la partie maintenant, le petit résultat préparatoire le plus important de ce premier paragraphe. C'est le suivant. Je vais prendre, donc c'est l'objet de la proposition 4, soit UT, une famille, une distribution, donc c'est infini sur I, à valeur D', de R3,
Donc c'est infini par rapport au paramètre t, avec la distribution en x sur R3. Alors, ut définit naturellement une distribution U sur la bande I croix R3, c'est-à-dire une distribution U, voilà, par la formule suivante. Donc U appliqué à psi, vous prenez un psi qui est C0 infini sur I croix R3, pour psi égale psi de t de x dans C0 infini de I croix R3, on pose tout simplement U appliqué à psi égale l'intégrale sur I. Je vous rappelle que I c'est un intervalle, hein, c'est AB, ça peut être tout R. Une moitié de R. L'intervalle borné ou non. Donc l'intégrale sur I de qui? De UT appliquée à psi de T de point, évidemment, dt. Donc ça c'est l'action d'D dans R3, à T fixé, les enfants. Ça c'est l'action d'D sur R3. Ici, entre ces deux crochets, T est fixé. D'accord? C'est une action, donc X est une variable muette ici. Hein. UT en X, c'est une distribution, ça peut être quelque chose d'assez pourri. Pas bon, pas forcément une fonction. On va voir des exemples. En fait, l'exemple principal, central, ça sera celui qui va définir la solution des ondes. Donc ça, je prétends que ce crochet est un crochet de dualité de distribution. U est une distribution sur la bande l'univers de R4, I croix R3. C'est une vraie distribution. Donc en fait, pour voir que c'est une distribution, il faut montrer que lorsque vous prenez un psi à support dans un compact, alors U psi est majoré par la somme d'un nombre fini de Smirnov. D'accord. Et je veux dire, le nombre de Smirnov qu'on consomme, la constante que l'on consomme ne dépend que du compact. C'est la définition de distribution. Bon, déjà, il faut vérifier que la formule est bien posée, je veux dire qu'elle a un sens. UT, par définition, elle est où déjà? UT est une famille de distribution, c'est infini, par rapport au paramètre T. Donc, je sais que à T fixé, pas à T fixé, l'application qui a T, fonction qui a T à ceci, UT appliquée à ceci, je sais qu'elle est continue au moins. Elle est continue évidemment à support compact, puisque psi est un support compact en Tx. Donc ça c'est une fonction continue, un support compact. Donc l'intégrale déjà elle a un sens. Je n'intègre pas n'importe quoi. C'est une fonction continue. Un support compact. Donc déjà, donc c'est même pas une preuve, je dirais, c'est une vérification, vous allez voir. Preuve, vérification. Donc déjà, l'application qui a T à ceci, UT appliqué à psi de T de point,
c'est la dualité d', des primes de R3, d de R3. Celle-là, je sais qu'elle est continue à support compact. Donc, elle est intégrable sur l'intervalle I. Maintenant, je vais prendre, pour vérifier que c'est une vraie distribution, je vais prendre un compact de I croix R3. Un compact de I croix R3, je peux toujours le choisir comme, soit maintenant, un compact de la bande I croix R3, je vais la prendre comme CD croix K. Un compact de I croix R3. Donc K, c'est un compact de R3. Je peux le prendre comme une boule fermée. Ça, c'est un compact de I. Le jeu est de montrer qu'il existe une constante. Il existe un petit k, petit m, tel que petit m, ça sera la somme des, je veux dire, l'ordre des plus grosses dérivations que je vais consommer sur psi. Tel que u psi est plus petit que c'est la somme des sup, des dérivés de psi t x jusqu'à l'ordre n sur CD croix k. C'est la définition même de distribution. D'accord? Alors, donc je prends CD croix K incompact. Je sais que UT est une distribution, c'est une famille de distribution, hein, UT. D'accord? Donc, de toutes les façons, quel que soit phi, phi égale phi de x, hein, fonction qui dépend que de x. C'est infini à support compact dans le cas. De toutes les façons, on sait que ut phi est plus petit que, je vais utiliser des notations quand même unifiées, ça c'est plus petit qu'un certain c de phi, parce que c'est une distribution, et ça c'est quel que soit t dans, c'est vrai ça? Parce que quand tu fixes phi, la fonction qui a t associée ut phi est continue sur CD, elle est continue sur i, donc elle est majorée sur tout compact de i, donc ça ne dépend que de CD en réalité, évidemment de phi aussi. Très bien. Et maintenant, par le théorème de Banach-Steinhaus, encore une fois, c'est continu au sens des distributions, donc je vais maintenant effacer ici, j'en ai plus besoin. On est presque au bout de nos peines. Donc, par le théorème de Banach-Steinhaus, on a alors la continuité au sens des primes, Steinhaus. Il existe C, il existe L, ça c'est un entier, tel que ut phi en module, ça c'est encore une fois la dualité des enfants dans D' de R3. Plus petit que C, je consomme L dérivé au maximum, sup sur K, de dx alpha phi. D'accord? Ça c'est pour tout phi dans ces zéros infinis de K
c'est infini, un champ compact contenu dans K. Ça dépend de K. Ça. La constante, le L, dépend de K. Et évidemment, quel que soit T, dans CD. C'est une espèce de borne uniforme. C'est exactement une conséquence, un corollaire du théorème de Ballard-Steinhaus. Et du coup, vous prenez tout simplement ici, vous prenez pour phi on remplace phi par psi de t de x, vous appliquez à psi. Je vais effacer ici. Donc UT, attention, encore une fois, pour le moment, je travaille sur T, je travaille sur l'intégrante qui définit la distribution U. Et ensuite, je vais intégrer le résultat. Donc UT appliqué à psi de T et 2 points en X, ça c'est tout simplement plus petit que C, la somme sur, je ne sais plus, alpha, longueur de alpha plus petit que ce qu'il faut, sup sur K de dx alpha psi de T et de X. Voilà, pas de bêtises. Ça, c'est pour tout T dans CD. Et évidemment, ça implique, les enfants, ça c'est plus petit que dx alpha psi. Et donc, et psi, vous intégrez ce résultat, d'accord, dans la formule qui définit U, c'est l'intégrale sur AB, l'intégrale sur I de ceci, donc le module de l'intégrale est plus petit que l'intégrale du module, donc ça donne exactement C prime, d'accord. Le C prime, c'est tout simplement au maximum C fois D moins C. La même chose, c'est-à-dire L sup sur K, c'est des quoi en réalité de dx alpha phi de t et de x. Ça, c'est l'estimation qui est vérifiée par une distribution. Et c'est une distribution d'ordre L. Le L, il sort des UT en fait. L'ordre de la distribution, c'est-à-dire le nombre de dérivés que l'on consomme en réalité pour avoir cette majoration, il sort des UT. Ça dépend de ce qu'on fournit comme UT. Le vrai passage se trouve ici. Vous avez une estimation à t fixé pour chaque phi, d'accord? Et en réalité, vous en obtenez, vous en déduisez une estimation pour tous les t. Ça, c'est le théorème de Ballard-Steinhaus, le théorème d'abord l'uniforme. Bien, je vais maintenant essayer d'appliquer tout cela avec vous. Donc ça, je répète, c'était un petit peu une introduction un tout petit peu abstraite. En fait, on en a besoin pour quelque chose de très précis, très concret, pour préparer la résolution de l'équation des ondes sur R3. Donc le paragraphe 2, je crois, voilà. Problème de Cauchy. Pour l'équation des ondes.
l'équation des ondes. Dans tout l'espace. Hein. Donc je m'intéresse à l'équation des ondes, donc à l'opérateur des ondes. Je vais noter box. C'est d2 sur dt carré, moins Laplacien en x, c'est-à-dire, je vais l'appeler comme ça, dt carré, moins la somme sur j allant de 1 jusqu'à 3 de dxj carré, qu'on appelle aussi le d'Alembertien. Donc c'est l'opérateur des ondes sur R3. L'opérateur des ondes sur R3, 3 dimensions d'espace. Et évidemment la dimension du temps. On va tout simplement essayer de résoudre l'équation box U égale 0 avec des données initiales. Alors, on va y aller doucement. Pour T dans R, pour T réel, on pose grand U T phi, une famille de distributions, égale T sur 4pi, l'intégrale sur S2 de phi de T oméga d oméga. Alors S2 c'est la sphère unité de R3, oméga c'est l'élément de surface sur la sphère. Le 4pi n'est pas innocent, hein, c'est le volume de la sphère en fait, la surface de la sphère. L'aire de la sphère, c'est 4pi. 4pi R2, c'est 4pi pour la sphère unité. Donc c'est une constante de réglage, si vous voulez, de normalisation. Alors ça, c'est évidemment pour phi, non, c'est 0 infini de R3. Toute fonction test sur R3, on lui applique cette distribution UT, T sur 4pi, phi de l'intégrale sur S2 de phi de T oméga, d oméga, donc d oméga, je rappelle, c'est l'élément de surface sur R3, sur la sphère de unité de R3. Petit à petit, doucement, on va construire la solution des ondes, résoudre le problème du Cauchy pour les ondes, dans l'espace entier, dimension 3, à partir de cette famille de distribution. Un premier résultat, déjà pour détecter les premières propriétés de la famille UT, donc proposition. Alors UT, cette famille de distribution, et C infini sur R à valeur D'. C'est même plus précis que ça, hein, c'est à valeur E', puisque UT est un support compact, c'est évident, le support, c'est exactement S2. Petit 2, AT fixé, non nul, le support de UT, de la distribution UT, c'est exactement, donc attention, UT est une distribution sur R3, d'accord, donc le support c'est un ensemble en X. Le support de UT, c'est tout simplement l'ensemble des X de R3 tel que, donc c'est la sphère, le centre d'origine du rayon, valeur absolue T. C'est trivial, mais je l'écris quand même.
U0, c'est la distribution nulle. 4, selon notre définition de la dérivée, dUt sur dt. Souvenez-vous, dUt sur dt appliqué à phi, c'était d sur dt appliqué à ut phi. En t égale 0, c'est exactement la masse de Dirac à l'origine. Donc égalité dans le d' de R3. Avant-dernier point, 5e point, c'est que box UT dans le box, il y a d2 sur dt2, il y a Laplacien. Le Laplacien est une vraie dérivation au sens de d' de R3. Ce sont des dérivés en x. Et le d2 sur dt2 de ut, c'est une dérivation telle que je l'ai définie tout à l'heure. Appliquée à phi, c'est la dérivée du crochet de dualité. Donc ça vaut 0. Évidemment, l'égalité se passe dans d' de R3 pour t non nul. Et enfin, ça on va le déduire du point 5, c'est que d2 de ut sur dt2 en t égale 0, ça c'est la distribution nulle. Il faut déjà bien comprendre ce que fait cette distribution. À t fixé, prenez t différent de 0. Pour t égale 0, je crois qu'il n'y a pas de problème. Là, c'est phi de 0, mais tu intègres une constante sur S2, ça donnera ce que ça donnera, c'est la constante fois la surface de la sphère, donc 4pi divisé par 4pi, ça fait la constante, phi de 0, mais il y a t égale 0 ici, donc on n'en parle pas. Donc U0, il n'y a rien à dire. Pour t différent de 0, il faut bien comprendre ce qui se passe, les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend t non nul, imaginez t égale 2. Pour moins 2 ou moins 3, c'est kiff-kiff, c'est la même chose. Donc, on prend ça c'est le point courant de S2. Hein. Donc ça c'est un vecteur de norme 1. On le dilate par t, par valeur absolue de t. T est fixé, on l'intègre sur S2. Donc c'est une intégrale sur. En réalité, ça c'est une intégrale sur S2. Ce résultat, évidemment, vous prenez une fonction test, vous l'intégrez sur un ensemble fixe, c'est automatiquement une distribution. Parce que ça c'est majoré par le sub de phi fois la surface totale. À t fixé, c'est évidemment une distribution. Et il vous restera ce t sur les bras, ça ne rajoute absolument rien. C'est clair que c'est une distribution d'ordre 0 même. Pour chaque t, ça c'est un élément de d', c'est évident. Alors je vais l'écrire ici, je vais effacer déjà là, reprendre la formule, et ensuite, les premiers points sont très simples. Donc ut phi t sur 4pi phi de t oméga d oméga, donc déjà ut phi
Ça, c'est plus petit que T sur 4pi, sup de phi, d'accord? Phi, et c'est infini à un support compact. Hein. D'accord? Donc, si vous prenez support de phi, vous fixez un compact K de R3, vous prenez support de phi dedans, donc ça, c'est sup de phi, évidemment, sur K. Fois l'intégrale du sup, c'est-à-dire 4pi. Donc c'est T. Donc c'est une distribution de 0 pour chaque T. C'est imparable. Et de 2, il est évident que si support de phi inter, donc je prends T différent de 0. Si support de phi inter, la sphère de rayon T, valeur absolue T, d'accord, entre 0 et 2 rayons, valeur absolue T. Si ce support, le support de phi n'intercepte pas cette sphère-là, il n'y a aucun doute que l'intégrale est nulle sur S2. D'accord? Donc ça implique UT phi égale 0. Donc le support est contenu dans la sphère ST. D'accord? En fait, c'est la sphère ST, il suffit de vous dessiner votre sphère ST, vous prenez la bonne fonction phi qui vaut 1, vous prenez n'importe quel point de la sphère ST, voilà la sphère S. ST est ici, si T est positif par exemple, ou n'importe quoi, ST, c'est un peu plus grand par exemple, si T est plus grand que 1 en valeur absolue, vous prenez n'importe quel point ici, ça donnera T oméga, ça donnera ce point-là, vous pouvez toujours prendre une fonction phi qui est non nulle, là, positive, nulle un peu plus loin, de façon que UT phi est vraiment différent de 0. Donc tout point de la sphère ST est dans le support de UT. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Donc là, ces deux lignes-là vous disent que le support de UT est contenu dans cette sphère. En plus, chaque point de cette sphère-là peut être facilement... on peut montrer facilement que c'est un point du support. Ça, ce sont des combines, des manips usuelles quand on fait un tout petit peu de distribution. Donc, en réalité, UT est une famille qui est... alors, évidemment, le caractère, c'est infini. La régularité, c'est infini. Il n'y a qu'à voir la formule. Manifestement, c'est infini, ça. Pourquoi? Parce que c'est une intégrale multipliée par un polynôme. Donc ça, on oublie. En temps, hein, je parle du caractère, c'est infini en temps. Ça, c'est un polynôme, on oublie. Maintenant, l'intégrale, est-ce qu'elle est régulière en temps? Bien entendu, c'est le théorème de convergence dominé. Vous intégrez une fonction, c'est infini à un support compact. De toute façon, vous intégrez sur un compact. Et l'intégrante, c'est infini par rapport à t. Une fonction c infinie. Vous intégrez une fonction c infinie sur un compact, et cette fonction est c infinie par rapport aux paramètres. Et évidemment, par rapport au reste des. Donc ça ne pose strictement aucun problème de régularité par rapport au temps. Donc c'est effectivement UT et c infini sur R à valeur D'. Plus précisément, elle est c infini sur R à valeur E', distribution à support compact. On connaît le support, pour T non nul, c'est exactement la sphère de centre d'origine du rayon valeur absolue T, et évidemment, U indice 0, pour T égale 0, vous avez affaire à la distribution nulle. Le point 4, je vais le montrer ici. On aura presque fini cette petite... enfin, presque fini, non.
il y a un petit travail à faire encore. La dérivée en temps, alors la dérivée en temps, je la connais. Par définition, dut sur dt appliqué à phi, lorsque phi est une fonction test, c'est d sur dt de ut phi. Donc c'est qui ça? C'est 1 sur 4 pi, l'intégrale sur quoi? Sur S2, plus t sur 4 pi, d sur dt de l'intégrale. Et vous prenez, là-dessus, vous prenez t égale 0. Donc évidemment, il y a tout ce terme-là qui va disparaître. En t égale 0, ce terme-là disparaît. Il vous restera 1 sur 4 pi, l'intégrale de phi de 0. Constante qui sort, et l'intégrale sur S2 de d oméga, c'est 4 pi. Donc on obtient appliqué à phi, c'est tout simplement 4 pi, phi de 0. C'est-à-dire, c'est la masse de Dirac à l'origine appliquée à phi. D'accord. Donc preuve du point 6. Je suppose que le 5 est démontré. Hein. Je suppose que le 5 est démontré. En réalité, d2 ut sur dt2, c'est dt carré, c'est Laplacien ut. En tenant compte du point 5. Compte tenu du point 5. Il n'y a aucun doute, puisque le box est nul. D'accord? Ça se passe dans le D' de la bande, I croix R3. C'est une égalité, c'est une identité, c'est une égalité dans D', excusez-moi, dans D' de R3. T est un paramètre ici. Très bien. Et par conséquent, d2 ut sur dt carré tracé sur t égale 0, c'est exactement Laplacien x ut tracé sur t égale 0. Et maintenant, c'est le, comment dire, c'est l'argument habituel. Quand vous prenez la trace sur une surface qui est transverse à la dérivation, alors vous pouvez permuter avec la dérivation. C'est-à-dire que ça vaut exactement... Je prends la trace sur t égale 0, qui est une surface qui est transverse à la dérivation. La placer en x. Ça vaut exactement, cette parenthèse-là, je peux la déplacer, ça vaut exactement Laplacien x de ut sur t égale 0. Je vais l'expliquer de façon un peu plus simple. C'est fini là, je crois, parce que ut sur t égale 0, c'est u0. C'est qui u0? Ça, c'est 0. Donc, c'est Laplacien 0, ça veut dire 0. D'accord. Maintenant, pourquoi ça, c'est vrai? Pourquoi est-ce qu'on peut permuter la trace sur t égale 0 et de Laplacien en x? L'idée, c'est ça. Et ça, je vous fais confiance pour l'exercice suivant. Je vais reprendre ça. Hein. Après la pause, on va démontrer ensemble ce point-là. C'est le plus long, il y a des calculs à faire, enfin un petit calcul, c'est pas très compliqué, mais il faudra le faire. Regardez, l'idée là-dessous, c'est un petit exercice pour vous. Permutation de la trace et de la dérivation.
exercice. Et la dérivée partielle. L'idée qui se cache derrière est la suivante. Vous prenez f de t de x. Une brave fonction qui peut être régulière, tout ce que vous voulez, hein, assez régulière. D'accord? L'idée qui se cache derrière ça. Pourquoi on fait ça? Ce n'est pas la preuve directe de ceci, bien entendu, mais c'est l'argument qu'on utilise. Fondamentalement, c'est le même concept. Alors, df sur dx sur t égale 0, c'est exactement d sur dx de f de t de x sur t égale 0, c'est-à-dire c'est df sur dx de 0x. On a permuté dérivée partielle et trace. Trace sur t égale 0. La dérivée partielle, c'est une autre direction. C'est par rapport à x. Si vous faites la même chose en mettant ici t, ça ne marchera pas. Si vous dérivez par rapport à t et vous prenez la trace en t égale 0, en fait, vous ne pouvez pas faire l'inverse. Attention, ça ne marche pas. Parce que c'est vraiment transverse. Ce sont deux directions opposées, différentes. D'accord? Ça, vous le démontrez à la main. Qu'est-ce que c'est que df sur dx? T est fixé ici, df sur dx, c'est tout simplement... j'ai pris une direction seulement. X, c'est en ND. Évidemment, tu peux prendre x comme x1, x2 dans RD. Ça, c'est une dérivée partielle. Ceci, c'est la limite de f de t x plus h moins f de t x divisé par h. Tu peux prendre t égale 0 dans toute cette affaire-là et ça ne gênera pas le passage de la limite en h. Ça donnera exactement la même chose et ça donne exactement ça. Ça donne exactement ça. D'accord? Par contre, attention, attention, df sur dt en t égale 0 est évidemment différent de df sur dt en 0x. Évidemment. C'est-à-dire ceci. Hein. d sur dt de f de 0x. C'est bien ça. Parce que ça, c'est toujours... ça, c'est toujours nul. Ça, c'est compacté. D'accord? Évidemment, ça ne marche pas. Pardon? T égale 0, oui. Bien sûr. Donc, prendre la trace avant la dérivation ou après, si on le fait, si on prend la trace sur t égale 0 ou t égale constante, qu'on dérive en t, ça ne marche pas du tout. Par contre, quand la direction n'est pas la même, on peut le faire. Et ça, c'est vraiment, ça c'est immédiat, ça ne mange pas de temps, et l'idée est exactement la même pour faire ce calcul-là. Donc, dès qu'on a démontré que le box ut est nul, alors, la dérivée seconde en t de ut tracée sur t égale 0 donne vraiment ça. D'accord? Et on va utiliser ce point par la suite pour la solution de l'équation des ondes.